Il n'a pas seulement trouvé de l'or sur cette nouvelle concession, il a découvert quelque chose de plus ancien, de plus froid et de bien plus étrange. Ce qui a commencé comme une fouille standard s'est rapidement transformé en un cauchemar éveillé. L'équipage pensait avoir affaire à une autre fouille difficile mais typique. Ils avaient tort. Au fur et à mesure que les excavatrices s'enfonçaient plus profondément dans le pergélisol gelé, le sol a commencé à changer. La glace saignait dans leurs fosses comme si des veines s'ouvraient. Les pompes avaient du mal à suivre l'eau qui semblait venir de nulle part, et les machines, des machines énormes et puissantes, ont commencé à s'enfoncer dans la boue comme si elles étaient englouties entières. Parker le regarda se dérouler avec un sentiment de naufrage. Ce n'était pas seulement de la malchance. Quelque chose d'ancien le repoussait. Et puis, juste au moment où le chaos atteignait son paroxysme, quelque chose d'encore plus inattendu s'est produit. Laissez-nous vous emmener au moment exact où la pelle de Parker s'est arrêtée en frissonnant. Une étrange résistance. Pas de roche, pas de gravier, quelque chose de solide. Anormalement lisse, profondément enfoui dans une couche de terre gelée, qui n'avait pas vu la lumière du soleil depuis des dizaines de milliers d'années. Au début, il pensait que c'était de la cochonnerie, puis quelqu'un a remarqué la courbe. Ce n'était pas du métal, ce n'était pas moderne. L'objet était lourd, pâle, et tandis qu'ils effaçaient le sol glacé, une forme commença à émerger. Un arc long et élégant, presque poli par le temps. C'était une défense de mammouth laineuse, si bien conservée dans le permafrost, qu'il avait encore le pâle éclat de l'ivoire fraîchement déterré. Et ce n'était pas seul. L'équipage se figea, stupéfait. Les caméras ont arrêté de tourner. Ce n'était pas de l'or. Ils avaient creusé un cimetière de géants. Des os, des défenses et des fragments de créatures anciennes ont commencé à faire surface un à un. Des côtes énormes, des mâchoires plus grosses que la poitrine d'un homme, des dents de la taille d'un poing. C'était un jackpot paléontologique, caché dans la glace depuis des millénaires. Pendant un instant, personne ne s'est soucié de l'or. La saleté parlait désormais dans une autre langue, racontant des histoires que personne ne s'attendait à entendre. Parker poursuivait une réclamation importante depuis des années. C'était censé être sa saison la plus rentable à ce jour. Et pourtant, au lieu de pépites, la Terre lui a offert des fossiles. Mais pas n'importe quels fossiles, ceux dont rêvent les conservateurs de musées et les collectionneurs privés. Un ivoire aussi propre, aussi intact, pourrait valoir des millions sur le marché libre. Mais Parker ne s'est pas précipité pour vendre. Ce n'est pas qui il est. Il ne recherchait pas un salaire rapide. Il savait ce que signifiait tomber sur quelque chose comme ça. Quel genre de cauchemar bureaucratique cela déclencherait. Les permis, la paperasse, la surveillance du gouvernement, cela ferait dérailler toute la saison. Au lieu de cela, il a fait ce que seule une personne ayant un profond respect pour la terre ferait. Il a gardé les défenses. Je les ai nettoyées soigneusement. Il les a stockés dans un espace climatisé à côté de sa collection privée grandissante. Molaires massives, vertèbres fossilisées et autres restes bizarres de la vie préhistorique qu'il avait discrètement déterrés au fil des années. Ce n'étaient pas que des trophées, c'étaient des preuves. Ils étaient la preuve que la terre gelée du Yukon recelait bien plus que de la richesse. Elle abritait des mondes oubliés. Mais la terre n'en avait pas encore fini avec Parker. Dans un autre coin de la concession, non loin de l'endroit où les défenses de mammouth ont été retirées, son seau s'est accroché à autre chose, quelque chose de long et de dur, courbé et noué comme la racine d'un arbre. Seulement, ce n'était pas une racine. Lorsque l'équipage l'a libéré, la boue s'est décollée pour révéler une autre relique, une partie d'un gros fémur, peut-être un bison, peut-être quelque chose de plus rare. À chaque fouille, la frontière entre mineurs et explorateurs s'estompe. Le travail ne se limitait plus aux onces et aux marges bénéficiaires. Il s'agissait de déterrer les couches du temps, des couches qui ne voulaient pas toujours être perturbées. Chaque coup de seau ramenait le passé hurlant dans le présent, et Parker se tenait au centre de tout cela, en partie prospecteur, en partie historien, en partie gardien réticent de choses enfouies depuis longtemps. Parce que parfois, dans la chasse à l'or, on finit par trouver quelque chose de bien plus précieux. La vérité que le sol se souvient de tout. C'était une autre défense, longue, lourde et étonnamment bien conservée. Et ce n'était pas seulement l'équipe de Parker qui extrayait des os anciens de la glace. Dans toute la région, d'autres équipages tombaient sur les mêmes signes étranges d'une époque révolue. Tony Beats, le légendaire néerlandais réputé pour sa ténacité et son courage, a sorti quelque chose du sol gelé sur un site séparé. À première vue, cela ressemblait à une vieille mâchoire, peut-être celle d'un gros animal. Mais alors qu'il déblayait la boue, la vérité est apparue.
Il s'agissait d'une autre relique d'un monde enseveli sous la glace, un autre aperçu d'une époque préhistorique qui refusait de rester silencieuse. Ce n'était pas le genre de découverte auquel on s'attendait. La plupart des mineurs venaient chercher de l'or, pas des fantômes, mais ce qu'ils ont trouvé étaient des fragments d'une histoire bien plus ancienne que n'importe quelle pièce de monnaie ou équipement, plus ancienne que la civilisation elle-même. L'or était censé être le trésor, mais le véritable prix s'est avéré être ce que le temps avait caché et oublié. Parker, qui avait toujours abordé l'exploitation minière avec un mélange de faim de jeunesse et de discipline durement gagnée, commençait à comprendre que ce travail n'était pas seulement une question de richesse. Il s'agissait de découvrir le temps lui-même. Et le temps, semblait-il, n'avait pas fini de lui apprendre. Plus tard, à l'autre bout du monde, en Australie, Parker s'est retrouvé face à face avec une réplique grandeur nature du Welcome Stranger, la plus grosse pépite d'or jamais enregistrée dans l'histoire. La chose était énorme, si lourde que lorsqu'elle a été découverte en 1869, les mineurs qui l'ont trouvée ont dû la briser en 3 morceaux distincts, juste pour la peser. L'original avait disparu depuis longtemps, fondu en barres et dispersé sur le marché mondial. Mais 2 répliques grandeur nature ont survécu. Parker passa ses mains sur l'un d'eux, sentant les rainures, le poids presque mythique de ce qui était autrefois. Ce moment l'a durement frappé. Ce n'était pas seulement un jeu d'onces et d'équipement. C'était une question d'héritage, à propos d'histoire, à propos de la poursuite de légendes enfouies sous des siècles de terre et de glace. Et puis est arrivé le véritable désastre. Lors d'une nouvelle concession connue sous le nom de Wolfcut, Parker pensait avoir trouvé le prochain gros score. Les signes étaient tous là. De riches couches de gravier, un terrain prometteur, juste assez d'élévation pour empêcher l'eau d'inonder la fosse et un accès suffisamment facile pour la machinerie lourde. Il avait tout tracé. Ce qui est bien, a-t-il expliqué à son équipe, c'est l'endroit où se trouve la pompe en ce moment. Elle est suffisamment haute pour qu'elle soit haute et sèche, et elle est suffisamment basse pour que le tuyau d'aspiration soit encore plein d'eau. Mais l'exploitation minière ne se soucie pas des plans. Et le sol, il a son propre esprit. Tout avait l'air bien, jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. Cela a commencé petit, comme toujours. Un filet d'eau s'est infiltré au bord de la fosse. Un peu de boue a commencé à glisser. Rien que l'équipage n'ait vu auparavant. Mais ensuite les murs ont cédé. D'abord lentement, puis d'un seul coup. Une des pompes s'est étouffée. Puis un autre, avant que quiconque puisse réagir. La fosse commença à se remplir. L'eau affluait plus vite qu'il ne pouvait déplacer l'équipement. Les machines dont le fonctionnement avait coûté des millions étaient désormais coincées dans une mare croissante de boue et de limon. Parker n'était même pas sur place lorsqu'il a frappé. Son téléphone s'allumait de messages, d'appels, d'avertissements. Son équipage s'est dépêché, tirant des tuyaux, renforçant les bermes, installant frénétiquement de nouvelles pompes pour tenter d'endiguer la marée. Ils ont même creusé un trou de drainage d'urgence, dans l'espoir de rediriger les eaux de crue, juste le temps d'en extraire ce qu'ils pouvaient. Pendant un instant, il sembla qu'ils pourraient y parvenir. Ils faisaient fonctionner 3 pompes de qualité industrielle, 24 heures sur 24, déplaçant plus de 10 millions de gallons d'eau en quelques jours seulement. Ils se sont battus durement. Mais le terrain était implacable. Le pergélisol, longtemps gelé et stable, a commencé à se fissurer sous la pression. Cette ancienne glace avait agi comme un barrage, retenant sans le savoir un canal d'eau souterrain que personne n'avait cartographié. Quand il céda, le véritable désastre commença. Un tunnel caché s'est ouvert sous le site de fouille. C'était comme débrancher une baignoire souterraine géante. L'eau montait et entra, comme si la terre elle-même avait décidé de récupérer la fosse. Ils ne pouvaient pas l'arrêter. Le lendemain matin, l'équipage est revenu et a constaté que l'une des pompes principales, l'une de leurs dernières défenses, avait tout simplement disparu. Il avait coulé, 4 pieds plus bas dans une eau épaisse et limoneuse. Enterres, inutiles, comme tant de leurs espoirs pour ce site. Des millions étaient en jeu. Et maintenant, la majeure partie de cette saleté était piégée sous un lac artificiel. Et pourtant, Parker ne s'est pas éloigné. Il ne le fait jamais. Ce n'est pas comme ça qu'il est construit. Il est resté. Il a étudié le site. Il a écouté son équipage. Il a continué à creuser, à travers les données, à travers les revers, à travers les déceptions. Car pour Parker Schnabel, il ne s'agit pas seulement d'or. C'est une question de courage. Il s'agit d'avancer lorsque le sol riposte. À propos de donner du sens à la boue. Et parfois, lorsque vous êtes plongé dans la glace, les fossiles et l'échec, vous commencez à réaliser que la Terre ne cache pas seulement des trésors.
Cela vous teste pour voir si vous en êtes digne. Quelqu'un a dû pagayer juste pour le retirer. Parker visait une couche de terre profonde, enfouie à 30 pieds de profondeur. Mais ils ont dû creuser de la boue gelée au bord d'un vieil étang. Chaque cuillère apportait plus d'eau. Chaque heure perdait plus d'argent. Un problème a été résolu. Un autre est apparu. Un mur s'est brisé. Puis la pompe. Puis l'autre mur. L'équipe a poussé. Les heures s'écoulaient. Ils espéraient en extraire plus de 1011. Cela représente plus de 14 millions de dollars. Un simple échec pourrait gâcher toute la saison. Puis ils ont décroché l'or. Pas seulement de minuscules points, une séquence à part entière. Le genre de truc qui fait oublier le froid aux équipages. Cela a tout changé. Presque. Parce que même avec cette victoire, Parker était confronté à une dette énorme. 15 millions de dollars. C'est ce qu'il devait. Machines, carburant, réparation, équipage. Chaque petite erreur a brûlé de l'argent. L'hiver approchait. Rapidement. Les revendications nécessitaient encore du travail. Le bras droit de Parker, Tyson, a dû déplacer l'usine de lavage. Une bête de 90 livres. Ils ont dû le démonter, le déplacer vers le haut et le reconstruire avant le lever du soleil. Pas de place pour les dérapages. Tyson s'en est occupé. À peine. Mais le travail a montré à quel point tout était sur le point de s'effondrer. Un boulon se brise. Un faux mouvement. Et c'était fini. Une fois qu'ils ont recommencé à creuser, l'or a commencé à affluer. Plus de 8,0 onces. Cela signifiait 14 millions de dollars. Une récolte massive. Mais chaque heure restait un pari. Cette saison n'était pas seulement une histoire de roches brillantes. C'était la guerre. Contre le froid, contre le sol humide, contre le temps, contre les pannes. Parker a trouvé de l'or. Mais ce qu'il a réellement découvert, c'est à quel point l'exploitation minière peut devenir folle. Plus il s'enfonçait, plus la terre reculait. La glace s'est transformée en boue. La boue s'est transformée en rivière. Les pompes fonctionnaient jour et nuit. L'équipage ressemblait à des zombies, fatigués, sales, mais enfermés. Il y avait des jours où ils vidaient 10 millions de gallons juste pour continuer à creuser. D'autres jours, ils l'ont vu réapparaître. Et juste au moment où les choses semblaient stables, une autre catastrophe s'est produite. Le site de l'usine de lavage est devenu détrempé. L'engine a commencé à couler. L'équipage a dû traîner du bois pour l'empêcher de tomber. Tyson et le reste de l'équipe travaillaient 24 heures sur 24. Pas de pause. Aucun raccourci. Juste de la sueur et de la boue. Ils n'avaient qu'une seule chance pour décrocher l'or avant que le sol ne gèle. Lorsqu'ils se sont finalement retrouvés à côté du plateau de nettoyage et ont vu le tas d'or, il n'y a eu aucune acclamation, juste des regards calmes. Relief, épuisement, peut-être même un choc. Vous savez, je viens de récupérer le 750, ce qui est la meilleure nouvelle que j'ai eue toute la semaine. Cela signifie que je peux remettre en marche cette usine de lavage et que nous pouvons recommencer à fonctionner à 220 mètres par heure. Le total de la saison s'est élevé à 818 onces. Cela représente 14 millions de dollars d'or. Mais Parker avait également 364 dollars d'or en jeu. Il a pris un pari, a déplacé l'usine de lavage, a tout risqué et cela a fonctionné. Pourtant, la dette pesait sur lui. Chaque machine avait besoin d'être réparée. Chaque membre de l'équipage avait besoin d'être payé. L'opération était massive, la pression encore plus grande, et il en courait toujours après. Dans la revendication du Dominion, Parker avait un autre gros coup. Mais le terrain était dur, la chaleur était pire. Tout était à fleur de peau. Ils envisageaient de déplacer à nouveau l'usine. Tyson a fixé l'objectif. Mettez-le en service avant le prochain lever du soleil. Ils possédaient une machine qui pesait plus de 90 livres. Ils ont utilisé une excavatrice géante pour transporter des morceaux sur une colline escarpée. Ce n'était pas facile, ni sûr. Mais ils y sont parvenus, pièce par pièce. Ils l'ont reconstruit. Convoyeur, trémé, châssis. Tout devait être parfait. Une fois debout sur son nouveau socle, l'équipage a repris son souffle. Pour la première fois depuis des semaines, il se sentait prêt. Le prochain chargement de saleté attendait juste d'être lavé. Avec 364 dollars en or et que tout était à nouveau aligné, tous les yeux étaient rivés sur Parker. L'or était là. Mais pourrait-il continuer ainsi? Juste au moment où Parker pensait que la tempête était passée, quelqu'un d'autre a pris une décision qui a secoué le monde minier d'une toute nouvelle manière. Un retour écrit en terre froide. Todd Hoffman vient de laisser tomber une pépite de nouvelles assez importante pour réveiller tout le monde de la recherche d'or. Qu'a-t-il fait? Oh, il vient de s'acheter une toute nouvelle mine d'or au Yukon.
Oui, tout en haut, dans cet endroit sauvage et froid, où l'on peut perdre une botte et $1 million avant le déjeuner. Internet n'a pas perdu de temps. Les gens ont commencé à chuchoter, peut-être à crier, que Todd était peut-être en train de préparer un autre tournage pour la caméra. Un retour, un nouvel équipage, un nouveau gâchis de machine à tomber en panne au milieu de nulle part. Peut-être. Todd n'était pas qu'un simple gars de fond dans cette émission d'or. Il a contribué à ce que tout se réalise. À l'époque où les caméras étaient encore en train de chauffer, son idée était de chasser la terre brillante en Alaska, d'entraîner son père Jack et de convaincre une équipe de le filmer. Dès le premier instant jusqu'à la saison numéro 8, ce type était au premier plan, lançant de grands projets et trébuchant sur des problèmes encore plus importants. Il y a eu des victoires, quelques-unes, mais il y a aussi eu des désastres que l'on pouvait ressentir à travers l'écran de télévision. Des affirmations qui ont séché plus vite qu'une flaque d'eau au soleil. Des machines qui ont rendu leur dernier souffle à mi-chemin du travail. Des bagarres, des cris, des rêves qui s'écrasent contre les rochers. Les gens ont regardé chaque instant. Certains l'ont soutenu. D'autres ont secoué la tête. Mais ils ont continué à écouter. Et une grande partie d'entre eux sont restés même lorsqu'il a quitté le plateau. Lorsque Todd a fait ses valises après la saison numéro 8, la série a changé. Cette énergie brutale et tumultueuse a diminué. Les fans l'ont remarqué. Ils ont manqué les Hoffman qui roulaient dans la glace et la boue comme un numéro de cirque avide d'or. Mais quelques années plus tard, Todd est réapparu. Très bien. Papa, pourquoi ne vous préparez-vous pas pour le tout dernier nettoyage? Nous allons tirer des tapis, les amener ici, et ce sera tout. Dernier nettoyage, puis hivernage. D'accord, cette fois, avec une nouvelle série dans laquelle il tentait de retirer du bord une autre mine en ruine. Il l'a appelée Hoffman Family Gold. Pas de mots fantaisistes là-bas. Cette émission est restée pendant 3 saisons, se terminant à l'été 2024. Le dernier clou est venu dans un court article en ligne qui a disparu plus vite que la neige au printemps. Todd a déclaré que le réseau avait laissé son accord expirer. C'était tout, plus de tournage. Plus d'équipage. Personne ne connaît la véritable histoire. Peut-être que les notes sont tombées trop bas. Peut-être que Todd voulait plus de contrôle dans les coulisses. Peut-être que quelqu'un ne voulait tout simplement pas une autre saison de pelles brisées et de rêves brisés. Cela ne change vraiment rien. Le spectacle s'est arrêté. Mais pas Todd. Il n'arrêtait pas de renifler le monde de l'or. Fin mars 2025. Il a de nouveau rendu public son activité, affirmant qu'il avait découvert une mine d'or au Yukon et qu'il envisageait peut-être même d'en acquérir une autre. Il l'a dit clairement. Pas une vague taquinerie. Il n'en fallait pas plus pour que la marmite des rumeurs déborde. Les gens ont commencé à deviner. S'agissait-il uniquement d'exploitation minière? Ou les caméras étaient-elles nettoyées pour une autre saison? Certains fans ont applaudi. Ramenez l'équipage. Ramenez le chaos. D'autres regardent de plus près. Comment payait-il tout cela? Les mines du Yukon coûtent cher. Le déplacement de la Terre non plus par ce genre de froid ne l'est pas non plus. Peut-être qu'il a trouvé des investisseurs. Peut-être que les gens de la télévision chuchotent encore. Ou peut-être qu'il a réussi avec un autre de ses projets parallèles. Aide du Yukon. Les gens rêvent de cet endroit. Mais ce n'est pas facile. C'est sauvage, plein de vieilles histoires, et bien plus difficile qu'il n'y paraît. La neige arrive tôt. Les routes disparaissent. Tout est cher. Si Todd s'enracine là-haut, il ne se contente pas de chasser les rochers scintillants. Il s'engage à respecter un vent glacial, des règles strictes et des factures énormes. Et Todd, il ne reste pas silencieux. Laisse des indices comme du fil d'Ariane, survole de vastes parcelles sans voix off, juste un appareil photo tremblant, publiant ici et là des projets, des rêves, mais jamais une image complète. Le mois dernier, quelqu'un l'a repéré en train de regarder un bulldozer, pas seulement en train de naviguer. L'air sérieux. Shift signifie des heures encore plus épuisantes la nuit. Ils sont fatigués. Ils sont épuisés. Mais il faut continuer à pousser jusqu'à la ligne de but. D'autant plus que notre matériel tombe en panne et nous perdons des heures. Ce genre de fenêtre, faire du shopping signifie généralement que le travail arrive. Les anciens adeptes se souviennent du désordre, des machines qui s'effondrent, des équipages bloqués, des rêves qui tournent mal avant le petit déjeuner. Ils se souviennent également des visages, de son père Jack et de son partenaire de longue date Dave. Ils faisaient partie de ce qui a fait cliquer l'émission originale. Si Todd les rallie à nouveau, les choses pourraient devenir plus bruyantes. Pourtant, il y a une foule qui n'oublie pas les mouvements fous, les grandes promesses qui ont échoué, les voyages dans des endroits lointains qui se sont transformés en vacances coûteuses sans rien à montrer.
La Guyane fait toujours rire. Ou Raleigh. Celui-là? Rien de moins qu'un désastre de recherche d'or. Et pourtant, les gens ne pouvaient s'empêcher de regarder. Peut-être que Todd est devenu plus vif. Il y a peut-être un nouveau plan. Plus de réflexion, moins de panne. Mais personne n'allume l'écran pour des feuilles de calcul fluides et des réunions tranquilles. Ils veulent voir des camions coincés dans la boue, dans l'espoir de rouler avec le dernier gallon de carburant. C'est ce qui a fait le buzz. Certains fans ont même lancé des blagues. Peut-être que Parker Schnabel a mis en gage du matériel rouillé à un prix exorbitant. Peut-être que l'or de Todd provenait de quelque chose de totalement farfelu, comme vendre des t-shirts ou sortir des albums de musique. Les gens en ligne adorent raconter des histoires folles. Aucun mot officiel de la chaîne de télévision. Pas un murmure sur un nouveau spectacle ou une nouvelle saison. Mais toute la fumée, c'est difficile de rater. Si Todd ramène toute l'équipe, si quelqu'un pointe une caméra vers la terre du Yukon, les choses vont bouger. Todd a toujours cette étincelle. Le nom à lui seul attire encore les gens. Aimez-le ou doutez de lui. Il fait du bruit. Il balance gros. Qu'il remporte l'or ou qu'il traîne un bulldozer mort sur un sol gelé, les gens le regardent. Non pas parce que c'est toujours joli, mais parce que ce n'est jamais ennuyeux. Pour l'instant, tout ce qui est confirmé, c'est ceci. Todd Hoffman a acheté une nouvelle mine, peut-être un autre en route. Il a volé, filmé et peut-être flirté avec un autre tour sous les lumières. Pas de promesses, pas de grands discours. Mais tout cela se passe suffisamment fort pour que les gens parlent à nouveau. Tandis que les gros titres suivaient les grands noms, un homme continuait à travailler dans les coulisses, jusqu'à ce que le poids de tout cela se fasse enfin sentir. Le fils qui est resté dans le taxi, Mike transporte des pierres et répare du matériel depuis qu'il est adolescent. Pas non plus dans un travail de jardin. C'était une exploitation aurifère au niveau du Yukon, dans un froid glacial et destructeur de machines. Et pourtant, vous le sauriez à peine, pendant que sa sœur et son frère gravissaient les échelons, Mike restait là où la saleté touche les bottes. Toujours dans les coulisses, toujours sous l'ombre de son père. Son père est un géant du monde minier. Dirigeait des chantiers massifs, fait des tas d'argent, aboyait des ordres comme un sergent instructeur. Tout le monde connaît le nom. Fort, fier et valant plus de 15 millions de dollars. Mike gagne environ 500 $ par an. Cela semble énorme, jusqu'à ce que vous réalisiez que ce n'est qu'une part de la fortune que le vieil homme a accumulée. Et c'est avant même de compter ce que ses frères et sœurs tirent de la direction de l'entreprise. Mike n'a jamais couru après les projecteurs. Des caméras? Ce n'est pas son truc. Pendant que d'autres posaient pour attirer l'attention, Mike restait dans la cabine de ses plateformes géantes, poussant de la terre et déplaçant des tonnes de gravier. Il pouvait tout conduire, réparer à peu près tout, et ne jamais laisser l'équipage prendre du retard. Est-ce que ça va? Mikey? Je vais bien. Êtes-vous d'accord? Je vais bien. Quelqu'un peut-il aller chercher mon père? Va appeler mon père parce que c'est un très mauvais bal de promo. Mes compétences ne signifiaient pas moins de pression. Son père dirigeait les choses avec rigueur. Les erreurs n'étaient pas les bienvenues. La pression frappait le plus fort en silence. Silence radio. Appel de son père. Aucune réponse. Pas à cause d'un mauvais signal. Juste pas de réponse. Un jour, une grosse machine est tombée en panne. Son père a appelé une fois, 2 fois. Toujours aucun mot de Mike. Puis vinrent les cris. Forted.2. Finalement, Mike répondit. Voix froide. Dire qu'il n'était pas intéressé. Les caméras ont tourné. Mais Mike a craqué. J'ai dit à l'équipage de reculer. Il ne jouait aucun rôle. Les choses ont pris une tournure difficile plus tard. Mike déménageait une usine de lavage. Une bête de machine pesant plus de 25 tonnes. J'ai essayé de gérer une courbe serrée. La plante a basculé. La poussière a volé. L'acier s'est écrasé. Le tout s'est écrasé au sol. L'équipe est intervenue pour le filmer. Mais Mike n'avait rien de tout cela. Je lui ai dit franchement, touche cette caméra et elle disparaîtrait. Son père s'est présenté et a constaté les dégâts. Cette installation de lavage a coûté environ 300 $. L'expression de son visage disait tout. Mike a dit qu'il n'avait pas fait d'excès de vitesse. Il a prétendu que c'était pas de chance. Mais son père ne l'entendait pas. La tension entre eux se manifestait à chaque regard, chaque mot non dit. Ce qui distingue Mike, ce n'est pas seulement ce qu'il fait à la mine, c'est ce qu'il fait après. Il s'entraîne au combat médiéval. Armors, épées, combats intenses d'un autre temps. Ce n'est pas quelque chose auquel on s'attendrait, mais ça correspond, pendant que d'autres s'exhibent en ligne, Mike disparaît. Pas de mise à jour, pas de photos, pas de discussion sur la famille. Personne ne sait s'il est marié,
s'il sort avec quelqu'un ou s'il garde simplement des choses privées. Il a commencé à exploiter une mine à 13 ans. Il a tout appris sur le tas. Je n'ai jamais demandé de titre. Je n'ai jamais eu besoin d'éloges. J'ai continué à apparaître, jour après jour, année après année.